À la une ce soir, les blocages au sein du campus de Schellcher sont interrompus en attendant la décision du président de l'université. Les étudiants ont rencontré Eustache Janqui aujourd'hui. Ils devraient se prononcer en ce qui concerne un retour possible des mises en cause dans l'affaire du Sérignia. Le Canada et la Martinique réunis pour favoriser le développement du réseau rural. Une rencontre entre l'université Laval de Québec et le réseau rural de Martinique est organisée ce matin. Un moment de partage et d'expérience pour faire évoluer le secteur. La 7e édition du tournoi Open International de Martinique a commencé depuis hier à l'IMS. De grands joueurs venus de plusieurs pays ont fait le déplacement pour s'affronter à nos pointures locales. Et puis nous recevons ce soir le bâtonnier de Martinique pour évoquer la mobilisation des avocats. Laurence Hunel-Osier-Lafontaine nous expliquera leurs revendications en ce qui concerne les boxes de verre installées dans les tribunaux. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Finalement, le président de l'Université des Antilles rendra sa décision demain. C'est ce qui est ressorti de sa rencontre du jour avec les étudiants concernant le retour possible des 3 mises en cause dans l'affaire du Sérignia. Après plusieurs heures d'entretien, les étudiants mobilisés depuis 6 jours maintenant ont finalement accepté de lever les barrages en attendant la décision définitive. Reportage de Jean-Marc Tabreux et Aurélie Telmancy. Une arrivée sous les champs des manifestants, un accès au campus de Schellcher interdit aux véhicules, même à celui du président de l'université. Les étudiants donnent le ton de cette journée de mobilisation et engagent un premier bras de fer. Il ne faut pas d'ouverture. Non, vous n'êtes pas venu l'accueillir. Je veux une ouverture si vous voulez qu'il sorte. Quelques minutes plus tard, Eustache Janqui et son équipe regagnent à pied la salle de réunion du campus pour entamer les négociations focalisées sur le retour de 3 enseignants mis en cause dans l'affaire du Sérignia. Au bout de 3 heures de dialogue apaisé, le président de l'Université des Antilles fait une première déclaration à la presse. Le président prendra toutes les possibilités, tout ce qu'il faut pour que la sérénité, le calme existent sur l'épaule et pour que les étudiants puissent revenir faire leurs cours et puis qu'ils puissent passer leurs examens. Ça veut dire que vous allez... Demain, je reviendrai vers les étudiants pour porter ma réponse. Dans l'attente, le collectif a décidé de maintenir la mobilisation. On garde notre positionnement quand même, il ne faut pas relâcher. Tant qu'on n'aura pas de retour concernant cette affaire, on ne va pas baisser les bras. Et puis aussi, il faudra attendre la décision du CNESER le 9. Et si une décision a été prise par rapport au non-retour de ces personnes au sein de l'université, tout sera bien, on arrête le barrage, mais en revanche, si ces derniers reviennent à l'université après la décision du CNESER, l'action va se durcir. Concernant les menaces proférées contre les étudiants mobilisés, le président se dit prêt à porter l'affaire en justice. Nous sommes très clairs, nous sommes là pour protéger les étudiants. L'université doit protéger ses étudiants. Et nous le ferons, nous porterons plainte. Par contre, nous avons demandé aux étudiants de nous faire remonter toutes les informations qu'ils ont concernant ces menaces. Le président de l'université donnera sa réponse ce mercredi à 15 h. Ce sera ensuite au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche de donner sa décision sur le retour ou non des 3 enseignants mis en cause dans l'affaire du Sérignia. Voilà quelques mois que l'installation de boxes de verre dans les tribunaux se généralise. Les avocats les appellent les cages de verre et ils s'y opposent fermement. Plusieurs mobilisations ont été organisées à travers l'Hexagone et en Martinique. Pour en parler, nous recevons le bâtonnier de Martinique, Laurence Hunel-Osier-Lafontaine. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a dit, le gouvernement généralise l'installation de boxes de verre, semble-t-il, pour des raisons de sécurité. Alors, expliquez-nous ce qui vous gêne tant dans ces boxes de verre. Alors, l'installation de ce dispositif de boxes de sécurité a eu lieu dans tous les tribunaux et a provoqué un tollé de la profession, donc des avocats, mais pas seulement, des magistrats aussi, parce qu'il portait atteinte aux libertés et principes fondamentaux de notre profession. Et pour la Martinique spécifiquement, ce box de sécurité a été installé dans la salle pénale du palais de justice en mars 2018, alors que par décision du 22 décembre 2017, compte tenu des contestations dans la France entière, le ministre de la Justice avait suspendu l'installation de ce dispositif.
D'accord, parce que les autorités, ils disent au contraire que les avocats, tout le monde était au courant qu'il y aurait eu cette installation et que finalement, est-ce que ce n'est pas un peu au dernier moment que vous vous mobilisez, que les avocats se mobilisent? Nous n'étions pas au courant. C'est vrai qu'il y a eu une information. Concernant la Martinique, il y a eu une information qui a été diffusée. Mais cette information n'a pas été considérée, en tout cas par le barreau, comme une information à laquelle il fallait être attentive. Et surtout, cette installation, nous n'avions pas compris qu'elle elle avait une telle place dans la salle d'assises et surtout les conséquences que ça entraînait pour les droits de la défense, la dignité humaine, le principe de présomption d'innocence. D'accord, mais les raisons, parce que les raisons, on dit qu'ils peuvent s'évader, est-ce que vous n'avez pas peur de ça ou... Alors il faut savoir que les avocats veillent toujours au respect des grands principes d'un procès pénal. Et donc, nous veillons à ce que chaque fois qu'il y a une avancée dans notre sphère judiciaire, à ce que ces principes soient respectés, autant pour la victime que pour la défense. Il est vrai que l'installation de ce box de sécurité qu'on appelle cache de verre s'inscrit dans une politique nationale de sécurisation des palais de justice. Mais la sécurité peut être assurée par les gendarmes, les policiers, par tout le dispositif à l'extérieur du palais. Au sein de la salle d'audience, vous savez, c'est très surprenant, cette espèce de dispositif qui encage l'accusé. Alors nous faisons attention à la victime aussi, mais nous devons veiller à ce que ce dispositif-là soit bien respectueux de ses droits, de ses principes. Et donc, les avocats se sont insurgés, pas que les avocats martiniquais, mais les avocats dans l'Hexagone. Et si ça ne se justifiait pas, le ministre ne jugerait pas nécessaire de suspendre l'installation de ces box. Alors justement, vous avez été reçu au ministère, qu'en est-il ressorti? Alors, en effet, nous avons échangé déjà sur le cas de la Martinique. Pourquoi une installation alors que le ministre avait décidé cette suspension? Et donc, il m'a été confirmé que ça n'aurait pas dû se faire postérieurement à la décision de la ministre, mais il semblerait que ce dispositif concernant la Martinique avait été décidé avant. Maintenant, notre cache de verre, elle sera expertisée par des services judiciaires et le barreau donc reste mobilisé sur ces contestations concernant ce box de verre et donc nous... Expertiser, ça veut dire quoi? Peut-être enlever, c'est ça? Le ministère ne s'est pas engagé sur le retrait. C'est ce que veulent les avocats, mais il ne s'est pas engagé. Et c'est la raison pour laquelle, donc suite à ma visite au ministère, quand j'ai donné le compte-rendu, j'ai rendu compte à mes confrères de ce qui avait été dit, ils ont choisi de maintenir la mobilisation parce que nous devons rester vigilants sur ce qui sera décidé par la suite. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement de pénaliser les clients que vous défendez justement? Alors pas du tout, parce que quand leurs affaires sont renvoyées au fur et à mesure. Alors quand on dit maintien de la mobilisation, on maintient la mobilisation, mais dans les modalités de cette mobilisation, justement, nous veillons à ce que les justiciables n'en pâtissent pas, que la justice ait un fonctionnement normal, donc que les procès suivent leur cours. Mais sachez que la meilleure arme de l'avocat, c'est l'arme juridique. Donc les confrères vont continuer à solliciter le retrait de leurs clients de ces caches de verre en déposant des conclusions d'incident. Et quand la liberté des clients sera en jeu, eh bien, ils plaideront si nécessaire. Ce débat sera juridictionnel, ce combat sera juridictionnel, mais en priorité, nous veillons à ce que les droits des justiciables, donc victimes et accusés, prévenus, soient respectés. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Et nous poursuivons avec cette collaboration entre l'Université Laval de Québec et le réseau rural de Martinique qui a débouché sur une rencontre ce matin, un moment de partage et d'expérience pour favoriser la réflexion dans le but de dynamiser ce secteur d'activité. C'est un reportage de Guy Raphaël René. Depuis 29 ans, cette boutique propose des produits à base de plantes locales. Ancrée dans le terroir martiniquais, elle a rejoint en 2002 le réseau Tac Tac Martinique, dont la vocation
est d'assurer une meilleure commercialisation et promotion des produits touristiques qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable. On a eu quand même la visite de nombreux touristes, on en attend davantage, mais c'est surtout ça. Donc on a des retours, c'est le bouche à oreille qui parle, et ils viennent et ils achètent, ils consomment. Le principal, c'est que les gens, même pour les locaux, avant d'arriver aux touristes, les locaux redécouvrent certaines plantes. Alors c'est vrai qu'il nous manque peut-être la plante verte, fraîche, mais par exemple, graines de plantes, il y a des noms qui leur reviennent. Et donc le local a tendance, à découvrir, et le touriste aussi découvre par la même occasion. De la marchande d'épices à la compagnie aérienne, le réseau Tac Tac est constitué d'artisans, d'agriculteurs, de guides de montagne pour les randonnées et bien d'autres acteurs. Pour faire évoluer le concept et le rendre plus performant, une rencontre avec des Québécois qui développent la même démarche depuis 2 décennies dans la région rurale de Charlevoix est en Martinique pour échanger et confronter les deux réalités. L'objectif, trouver des outils de dynamisation du tourisme rural. Le touriste, pour lui, il ne voit pas un produit ou un producteur. Ce qu'il voit, c'est une région ou une possibilité de réaliser une activité ou d'apprendre quelque chose de façon ludique. Donc, il faut voir que si nous, on n'est pas capable de le réaliser, le plaisir ou le bonheur auquel aspire le touriste, c'est peut-être notre voisin, c'est peut-être notre concurrent qui est capable de le faire. La concurrence, elle est partout autour. Donc, si entre nous, on s'entretue, on ne réussira pas à sortir notre tête de l'eau. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette cohésion forte et une cohésion aussi qui se base sur la qualité. Un échange enrichissant pour les acteurs martiniquais. Nous avons notre propre approche, ils ont la même approche, mais l'objectif est toujours le même, de valoriser la mère nature afin que nos amis puissent pouvoir bénéficier d'un accueil performant. Et ce qu'ils ont fait, c'est ce que nous avons fait il y a 18 ans, c'est de se donner la main, se créer une identité partagée, se créer des outils partagés. Et donc, ils ont fait quelque chose d'intéressant, c'est par exemple en ayant des boutiques collectives, ce qui est en train d'être fait chez nous. Créé en 2000, le réseau Tac Tac compte aujourd'hui une 40aine d'adhérents, entreprises et associations. Direction la Guadeloupe maintenant, après les révélations choc des médias nationaux sur un nombre de morts plus important au sein du CHU depuis l'incendie de novembre dernier. La directrice de l'ARS est sortie de son silence ce matin. Valérie Dénux conteste le nombre de 43 morts avancé par l'UGTG. Selon elle, il y aurait eu 16 événements indésirables, entendez par là 16 complications graves entre la fin du mois de février et le début du mois de mars, contre 9 incidents de ce type l'an dernier à la même période. De plus, toujours selon elle, l'hôpital ne présenterait aucun danger imminent. Voyez ce reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Nommée à la tête de l'Agence régionale de santé le 15 mars dernier, Valérie Dénux est désormais en charge de la planification de la réorganisation du CHU. Jeudi, ce sera la réunion de toutes les instances, en particulier du CHU, de façon à pouvoir vraiment exprimer à tous en même temps les propositions de solutions que l'on a trouvées. Donc effectivement, les experts sont venus, ça nous a aidés à définir, je dirais, le diagnostic et à pouvoir ensuite faire des propositions qu'on est en train d'affiner encore actuellement. Ce qui nous a été donné clairement, c'est confirmé, pas de danger grave et imminent. Il n'y a pas de risque à aller dans le CHU, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des odeurs, qu'il n'y a pas des suies, qu'il n'y a pas des champignons, enfin de moisissures dues au fait que les lances à incendie des pompiers ont inondé le CHU. Donc il y a effectivement des choses, mais elles ne sont pas dangereuses, en tout cas dans l'immédiat. Après, en termes de conditions de travail, évidemment, ce n'est pas bon, et donc il faudra le nettoyer, le décontaminer. Depuis l'incendie du CHU, la surmortalité de patients aurait augmenté. La directrice de l'ARS conteste le nombre de morts avancés depuis hier, mais n'exclut pas un nombre plus important de décès. C'est vrai qu'on a identifié le fait que nous sommes à une moyenne de 56 morts par semaine dans la période actuelle, contre 53 l'année dernière. Donc il faut qu'on identifie pourquoi, mais attention, c'est sur la Guadeloupe dans son ensemble. Donc il faut qu'on voit si ce n'est pas d'autres établissements, s'il n'y a pas eu des pics d'accidentologie. Pour ce qui concerne le CHU, il y a eu 16 événements indésirables graves, déclarés dans la période de décembre à mars, contre 9 l'année dernière. C'est quoi un événement indésirable grave? C'est
il y a quelque chose qui s'est passé de pas normal en termes de moyens, en termes de prise en charge. Voilà. Il faut qu'on analyse ces éléments-là. Et par ailleurs, donc en termes de courbe, au niveau de la morgue, effectivement, il y a une courbe un petit peu plus élevée dans la semaine 9 et 10. Ce sont les semaines de fin février, début mars. Et je ne veux pas faire de conclusion hâtive. Un nouveau conseil de surveillance du centre hospitalier sera donc organisé le jeudi 29 mars et aura pour objectif de présenter les premières propositions de l'ARS concernant la planification de la réorganisation du centre hospitalier universitaire. Direction la Guyane maintenant avec cette mauvaise nouvelle. En cette période de vacances de Pâques, des points d'eau ont été déclarés impropres à la baignade. Une série d'arrêtés a été lancée par la préfecture pour 7 sites. Voyez les précisions de Pierre Tréfou. Attention, baignade dangereuse en Guyane. En 2017, sur 20 sites analysés, seulement 2 ont une qualité d'eau conforme à la baignade. L'Agence régionale de santé tire donc la sonnette d'alarme, après avoir constaté pendant 5 années consécutives la détérioration de la qualité de l'eau de ces sites, dont l'origine reste encore inconnue. Il aurait fallu faire des profils de baignade et qui auraient permis, avec une étude d'impact, de connaître la nature de la pollution et de pouvoir y remédier éventuellement. Elles sont financées à 80% par l'Office de l'eau, mais aucune... Bon, il y en a qui ont entamé, mais les procédures n'ont pas été au bout. Donc, je pense qu'avec ces arrêtés d'interdiction, les collectivités vont faire le nécessaire pour faire ces études d'impact. La préfecture a publié un arrêté le 24 janvier dernier pour une interdiction de baignade dans plusieurs criques, lacs et plages en Guyane. Des barrières seront installées pour empêcher l'accès, ainsi que des panneaux de signalisation à l'entrée des sites. Le premier risque, c'est de contracter des maladies, quoi. C'est par rapport à un risque sanitaire que c'est pris ces arrêtés. C'est pas pris pour embêter les gens. C'est parce qu'il y a un problème de santé publique. Ces résultats montrent la fragilité sanitaire des baignades en Guyane, qui expose les baigneurs à des risques sanitaires dès les premiers épisodes pluvieux. Un investissement fort des collectivités et des particuliers dans l'amélioration des systèmes d'assainissement devrait permettre une amélioration de la qualité des eaux de baignade. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous reviendrons sur le dernier hommage rendu à Franco Bélizière, propriétaire du Beach Grill. Ses obsèques ont été célébrées cet après-midi au Carbet dans une église trop petite. Et puis, nous parlerons d'un spectacle de pole dance prévu demain soir au Grand Carbet. Hubert Bornil a eu la chance d'assister aux dernières répétitions. Mais avant, place au sport avec la 7e édition du tournoi Open International de la Martinique d'échecs qui a commencé depuis hier à l'IMS. De grands joueurs venus de plusieurs pays ont fait le déplacement pour s'affronter à nos pointures locales. Les jeux sont programmés jusqu'à la fin de la semaine. Michelet François a recueilli quelques réactions. Regardez. J'ai commencé à jouer à l'âge de 4 ans grâce à mon père qui m'a appris les échecs. Et donc du coup ensuite je me suis attachée aux échecs et j'ai commencé à jouer, à faire des compétitions. Je pense qu'il faut être calme quand on vient sur l'échiquier. Il faut aussi être patient. Il faut être très concentré parce que si on se laisse distraire, on peut perdre très facilement. Je joue depuis 55 ans aux échecs. Depuis 10 ans, je suis retraité et comme ça je fais beaucoup de tournois un peu partout. J'ai joué d'ailleurs 7 championnats du monde des vétérans. Les niveaux sur Martinique, ça se développe parce qu'il y a des bons entraîneurs. Et je connais des jeunes, quand ils vont jouer des tournois en Europe, par exemple à Rouen, ils sont chaque année. Et chaque année, ils font des progrès, hein, ça c'est sûr. Le tournoi national, on arrive à bien se classer, à remporter les titres dans les 2 premières catégories. Donc l'Open D et l'Open C. L'année dernière, l'Open B. Maintenant, l'idée c'est de monter un peu plus haut. Et donc en gros, on n'est pas encore dans les tout premiers Français et il faut qu'on se confronte à l'international justement pour rivaliser. C'est un sport accessible à n'importe qui. Donc c'est un sport assez ouvert, donc il y a des jeunes contre des adultes, il n'y a pas de problème d'âge. Et puis souvent les adultes ne veulent pas jouer parce qu'ils ont peur de se faire battre par des enfants. C'est ce qui arrive en ce moment, là je suis en train de jouer contre un jeune et c'est compliqué. Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes.
Un JT des communes qui commence avec cette information. Bref, la crèche municipale de Basse-Pointe a été fermée d'urgence ce matin à cause de sa vétusté. Suite au passage de l'ouragan Maria en septembre dernier, l'état de la crèche s'était déjà fortement dégradé. Les 65 enfants de la structure devraient être redirigés vers d'autres structures à proximité. Attention, un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie de Martinique pour faire la lumière sur les circonstances d'un accident de la circulation survenu à Rivière-Pilote le 24 décembre dernier. Une collision qui aurait eu lieu entre 1h et 6h30 du matin au lieu dit Abondance. Il a été découvert un homme âgé de 46 ans grièvement blessé, gisant sur un chemin de campagne. Alors toute personne qui serait en possession d'un renseignement qui pourrait aider à comprendre ce qui s'est passé est invitée à téléphoner à la gendarmerie de Rivière-Pilote au 05 96 62 17 02 ou de composer le 17. Revenons maintenant sur les obsèques de Franco Bélizière, le propriétaire du restaurant Le Beach Grill, qui se sont déroulées cet après-midi au Carbet, décédé le 20 mars dernier. Il s'agissait d'un personnage très connu dans la commune. Famille, employés, élus ont tenu à lui rendre un dernier hommage cet après-midi dans une église trop petite pour la circonstance. Voyez les réactions recueillies par Michelet François. Je l'ai connu au collège, on était au collège ensemble, donc on a fait le collège et voilà, quand je suis retournée en Martinique, je l'ai revu. Voilà, c'est un garçon très sympathique, très gentil, très généreux aussi. Donc il n'hésitait pas à s'investir dans les clubs de sa commune. Franco avait toutes les qualités qu'un homme a, qu'un homme doit posséder. Et là, nous perdons quelqu'un de très grand au Carbet. Alors nous disons au Carbet, mais je crois que c'est la Martinique qui paie. Il avait hissé son restaurant comme un des meilleurs restaurants de la Martinique. Et aujourd'hui, il y a à poursuivre. Il laisse un grand vide. Il laisse un grand vide à sa famille, à ses proches, à ses employés. Parce qu'il était très près de ses employés. Il bouillait d'idées. Il avait refait son restaurant en très peu de temps. Il était manuel, il était intellectuel, il était cuisinier. C'était un super. C'est un homme comme ça qu'on rencontre quelques fois sur sa route. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, j'ai eu la chance de l'apprécier. Il est parti. Ben, adieu Franco, adieu Franco. Un peu d'art et de sport pour terminer ce JT des communes. Hubert Bornil a eu la chance d'assister aux dernières répétitions du show 1001 femmes prévu demain soir au Grand Carbet. Il s'agit de pole dance, une discipline à mi-chemin entre l'art, l'acrobatie et les figures sexy. C'est enseigné au studio Mag Academy. Regardez ce que ça donne. Malika, Marie-Hélène, Fabienne, Elsa, elles sont quatre dames de la pole dance. C'est vrai que j'apprends énormément de choses. Ça me semble très dynamique, très énergique. C'est à la fois sensuel, sorte de refuge pour les ex-gymnastes. Elle dégage une vraie énergie. Ces jeunes femmes adeptes de pole dance, toutes elles ont en commun une expérience certaine dans le monde de la gymnastique. C'est de la danse acrobatique sur une barre verticale, donc, et assez artistique également, très sportif. Donc on peut la pratiquer de plusieurs manières, on va dire artistique, acrobatique, sexy, enfin le panel, je dirais pas qu'il est très large, mais en tout cas on peut s'amuser de différentes façons sur la barre. La pole dance. Une sympathique association de gymnastique, sensualité et puissance. C'est vrai que les gens pensent à la partie striptease qu'on voit dans les boîtes de nuit, etc. Et c'est vrai que moi aussi au début je me suis dit, bon justement c'est ce qui m'avait attiré chez Malika, c'est qu'elle était ancienne gymnaste, donc j'allais pouvoir chercher le côté performance. Mais je vous avoue sincèrement que depuis que je fais de la pole dance, j'ai tout ce côté performance, mais ça a permis de réveiller chez moi aussi un côté beaucoup plus féminin. Elsa évolue avec une exceptionnelle aisance sur la barre. Le fruit de longues heures de travail. J'ai commencé effectivement jeune par la danse. Après, je me suis rapidement tournée vers la gymnastique. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai connu Malika, puisque nous sommes deux anciennes gymnastes. Et quand j'ai su que Malika ouvrait son école, et j'avais déjà vu des vidéos de Paul, j'ai dit, ah, alors là... Leur spectacle est intitulé 1001 femmes. Pourquoi un tel titre? Moi, je voulais vraiment représenter toutes les femmes
Parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que la pole dance c'est accessible aux femmes rondes, fortes, minces, qui n'ont jamais fait de sport? Et ma réponse est toujours la même, c'est vraiment, il me faut juste votre motivation et votre assiduité et après on peut faire plein de belles choses. 2, 3, 4, ici, et là, arrêt sur image, là. Et on descend, on tourne. En tout cas, on espère que ça aura éveillé votre curiosité. N'oubliez pas le spectacle le 28 mars, 19h30 au Grand Carbet. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking du centre commercial La Galeria. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zubda-Ketman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchepeya. À tout de suite.